Salut à tous, c'est Lado Vintage et aujourd'hui on retourne à l'école. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale. Euh, Comment vous présenter ça? Ah oui, donc je vous ai dit qu'on retourne à l'école dans le sens où j'ai envie de vous présenter les livres que j'ai pu lire au collège, donc les lectures imposées qu'on a tous connues. Et en fait, parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est que régulièrement, je peux discuter avec des gens et la plupart des gens ont vécu leur lecture de collège comme un traumatisme. Je l'ai encore eu il n'y a pas très longtemps. Je me rendais à mon point relais chercher un colis. Et c'est ce que la personne me disait. Elle me dit: Ah, vous aimez lire, c'est bien et tout. Elle fait: Moi, à l'école, ça m'a traumatisé. Elle fait: j'aime pas ça, quoi. Bon, je pense qu'à la base, elle devait pas aimer beaucoup ça. Mais moi, alors je parle en mon nom, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais moi j'ai pas un souvenir traumatisant de mes lectures d'école. Alors peut-être que les professeurs que j'ai eus ont fait que. Alors je ne dis pas non plus que j'ai kiffé de ouf mes lectures, hein, on n'en est pas là non plus, parce que j'avais au collège, on a quel âge? On commence à 12-13 ans, non? Moi, je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps. Du coup j'avais envie d'en parler, de partager ça avec vous. Alors est-ce que je suis normal ou pas? Je ne sais pas. Mais je sais pas, et je pense qu'il y avait aussi là, une vraie volonté de mes professeurs, donc j'en ai eu deux pour les profs de français, qui ont vraiment cherché à ce qu'on aime ça en fait. Pas à nous imposer les choses, bon d'une certaine façon si, mais en imposant les choses, arriver aussi à ce qu'on les intègre et qu'on les apprécie quoi. Donc je me suis dit quoi de mieux que de faire une vidéo. Alors je sais pas si ce sera très passionnant, hein. Je vais faire ce que je peux. Autre petit détail, oui l'intro est très longue. Autre petit détail, je me suis permis de faire des petites recherches sur les résumés et tout ça, parce qu'en fait je me suis dit si je relis les livres avant de vous les présenter, tous les souvenirs ou les émotions que j'ai de ces livres-là et de cette époque-là, bah, ils vont disparaître. Donc j'ai préféré ne pas les relire. Donc j'ai cherché un peu sur internet de quoi ça parlait, parce que moi mes souvenirs d'école ça remonte à plus de 20 ans, c'est un petit peu... c'est loin quoi. Et du coup je me suis dit, bah, ce qu'il faut faire, fais tes recherches Laurent, parle-en sans savoir vraiment de quoi ça cause, sans ne plus vraiment m'en rappeler, et rester dans ce petit souvenir de Madeleine de Proust et tout. Et je les lirai, je pense, plus tard, hein. La plupart, c'est pas des très très gros livres. Et puis voilà, je vous présente ça. Je sais que pour moi, c'est vraiment les lectures du collège. Pas du lycée, parce que le lycée, c'est vraiment des études de texte et tout, ça devient un peu plus lourdingue. Et j'en garde pas un souvenir. Moi, de toute façon, moi, le lycée, j'ai pas aimé. Donc, mais le collège, c'est que c'est une période où j'adorais. Et de par le cadre, de par les profs, enfin, il y a plein de petites choses. Et je me suis dit, autant en parler. Et reste persuadé que moi, les lectures du collège font partie des choses fondatrices de mon parcours de lecteur. Donc on va parler de tout ça. Donc j'ai découpé en 4 catégories, hein, donc vous aurez la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième. Il y aura une deuxième troisième parce que le monsieur qui est devant vous a eu son brevet en première année de troisième, bravo Laurent, c'est bien. Mais par contre le petit problème, c'est que j'avais un bulletin qui était pas terrible et comme je voulais aller en seconde générale, ben, j'ai repiqué ma troisième pour avoir un bulletin meilleur. Et j'ai fini par faire autre chose carrément. Enfin bref. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour la sixième, donc on sait que c'est la première année du collège. Voilà, c'est... On change vraiment d'univers. Je sais que je me souviens... c'est loin maintenant, mais... Ouais, c'était assez spécial parce que moi je sais que donc, je suis de la campagne. J'ai été dans des écoles de campagne, donc dans des petites structures. Et en fait, de la maternelle jusqu'à peu près le CM2, je suivais toujours les mêmes personnes, les mêmes élèves. Donc du coup, on se connaissait très 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 bien. Et arrivé au collège, il y a une petite cassure parce qu'il y en a qui sont restés donc, dans le site traditionnel de mon village où on faisait tous les villages du coin plus le collège. Et il y en a qui sont partis carrément à la ville, donc on les a plus revus. Et derrière, on rencontre aussi des nouveaux élèves. Donc c'est une année qui me chamboule beaucoup de choses. Pareil, tout ce qui est études. Quand on est au collège et tout, on a un prof d'école. Mais une fois qu'on arrive au collège, on a plusieurs profs pour chaque matière. Donc tout ça, je trouve que ça te chamboule un petit peu. Et donc du coup, là-dedans, on avait des devoirs, donc lire des lectures imposées. Donc la sixième. Donc en sixième, notre prof nous a fait découvrir en premier un classique. Alors je sais pas s'il est vraiment connu, je sais qu'il y a eu un film également. Un classique d'Oscar Wilde, donc qui est connu pour le portrait de Dorian Gray, hein, que je ne présente plus. Donc c'est le fantôme de Canterville. Donc c'est marqué en gros le fantôme de Canterville, mais à l'intérieur, il y avait d'autres nouvelles, hein. Il y avait le crime de Lord Arthur Saville et le millionnaire moderne. Mais je me souviens pas qu'on ait étudié ça. Quand je vous dis que c'est vieux, alors c'est le livre original, hein, il est un petit peu, il a vécu, hein, vous voyez, hein. Et regardez, 36-15, c'est vieux.
Et du coup, donc dans cette histoire, ah, regardez, même le Laurent du passé, il a pensé au Laurent du futur, il avait marqué des lectures. Ah, c'est cool, eh. Ça, c'est important. Le Laurent du passé était très intelligent. Et il a pensé à moi. Donc, le fantôme de Canterville, ça raconte quoi? J'ai des antichèges, bien évidemment, parce que je ne me souviens plus. Donc, c'est un classique, hein, vu que l'auteur est classique, on peut le considérer comme classique. Donc, dans cette histoire, on va suivre une famille qui est composée, alors si je me souviens bien, parce que j'ai pas marqué tous les détails, euh, c'est un monsieur Otis, donc qui est un ministre américain, qui emménage avec sa femme, sa fille, et je crois que c'est ses jumeaux. Il me semble qu'il a des jumeaux qu'on voit ici. Et en fait, en arrivant au manoir qu'il a acheté, l'ancien propriétaire, Lord de Canterville, lui prévient qu'il y a un fantôme qui hante le château. C'est Sir Simon, et qu'il aurait tué sa femme Eleanor. Donc il fait fuir tout le monde dès que quelqu'un achète cette maison. Mais ce qui va pas s'attendre, c'est que quand cette nouvelle famille va emménager, c'est que les enfants vont être pires que lui. Et le petit problème, c'est que quand il va arriver, au lieu de faire peur aux enfants, ça va se retourner contre lui. C'est les enfants qui vont lui faire peur, comme on voit l'image. Et je trouve l'idée super. Il y avait des petites illustrations, plutôt sympathiques. Alors pour l'époque, moi je trouvais que c'était écrit très petit, alors que ça vaut. Et je trouvais que c'était une bonne entrée en matière, parce que je trouve que c'est quand même, voilà, l'auteur est classique. Mais l'histoire, vous savez, quand on est en 6ème, on est encore assez jeune, hein, on a 11-12 ans, je sais plus exactement, mais le retournement de situation, c'est les enfants qui font peur aux fantômes. Je trouve ça génial. Donc ça, c'est ma première lecture. Et la deuxième qu'on a pu faire, c'est Mon prof est un extraterrestre de Bruce Coville. Alors je crois que c'est dans des collections, je ne sais pas si ça existe encore. Donc ici, je sais qu'on suit 3 enfants, Peter, Suzanne et Duncan, qui ont des soupçons sur un prof parce que Suzanne, elle découvre que son prof est un extraterrestre et qu'il est venu sur Terre pour en kidnapper des enfants de sa classe. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est démasquer le prof et éviter les enlèvements. Pour cela, Suzanne, il faut qu'elle trouve un allié, parce qu'une fois qu'elle a fait cette découverte-là, elle est un petit peu dans la mouise. Et elle va demander à Peter, parce que Peter, il est passionné de lecture, il est passionné de science-fiction, il a qu'un rêve, c'est de partir dans l'espace. Et elle se dit, lui, je vais lui en parler, il va me croire tout de suite. Et du coup, va s'en suivre une petite enquête, un petit suspense et tout. Alors, pour résumer, ces 2 lectures-là, moi je trouve que c'était une bonne idée pour la 6ème, parce que bon, certes, celui-là est un classique, je sais plus exactement ce que j'en ai pensé en détail, hein. Mais l'idée du fantôme qui est persécuté par les enfants, au lieu d'arriver à les hanter et de leur faire peur, je trouvais l'idée géniale. On place quand même les enfants en héros, il y a une part quand même d'humour. Et celui-ci, moi j'aime beaucoup parce que ma prof avait quand même pas mal d'humour. Avec le recul, hein, bien évidemment, en tant qu'adulte, maintenant quand j'y repense, elle avait pas mal d'humour. C'est vrai que quand on va au collège, les profs, c'est pas nos potes, quoi. Ils nous donnent des devoirs, ils sont pas gentils, quoi. C'est les méchants dans l'histoire. Et là, le fait d'avoir beaucoup d'autodérision et de présenter un livre comme ça, où le prof est un extraterrestre, moi j'aime beaucoup l'idée derrière qu'elle a voulu en faire. Et en plus, elle place les collégiens en héros, donc il y a une certaine identification et une empathie qui peut se créer. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle prenait pas forcément des titres classiques. Alors je sais pas comment que ça se passe au niveau du programme d'éducation nationale, ni aujourd'hui ni avant. Moi je suis pas du tout dans ce corps de métier, donc j'y connais rien. Puis je sais pas aujourd'hui comment ça se passe non plus. Mais du coup, moi je trouvais ça génial. C'est que c'est abordable, c'est marqué dès 11 ans, donc c'est abordable pour nous. Dedans, je crois qu'il y a également des images. Ouais, il y a des petites images. Et c'est écrit relativement gros, les chapitres sont pas très longs, vous voyez le livre en soi il fait 150 pages. Et je trouve que c'est une bonne entrée en matière et j'ai des bons souvenirs. Alors je m'en souviens vaguement, hein, mais ouais. Donc en 5ème j'ai eu 3 lectures. La première a été Les Contes du Chat Perché de Marcel Aimé. Donc Marcel Aimé, il est connu pour avoir écrit, je crois que c'est La Jument Verte et Le Passe-Muraille. Alors c'est des films, alors je sais plus avec qui, mais ça me dit quelque chose. Donc c'est à la base, là ils sont tous regroupés dans un livre, mais il existe également en version bleue et en version rouge je crois. Il est composé de 18 nouvelles et dans cette histoire-là on va suivre Delphine et Marinette qui vivent dans une ferme avec leurs parents et des animaux qui sont doués de la parole. Donc dans le livre c'est tout à fait normal que les enfants parlent avec les animaux, tout est logique. Et elle et les animaux, donc les 2 petites filles et les animaux, vont être complices contre les parents qui sont pas toujours très, très gentils, un peu russes, tu vois.
Le cheval, il est là pour faire son travail, il n'est pas là pour passer son temps à brouter de l'herbe, en fait. C'est comme le chat il est dans le passage, on va lui mettre un coup de pied aux fesses, quoi. Il va pas rester là. Ouais, ce côté un peu méchant, donc les adultes contre les enfants, il y avait quand même une petite frontière, hein, comme dans la vie. Hein. Nous, quand on est gosse, les parents, ils sont pas toujours gentils avec nous, donc il y avait ce truc-là et on se réconforte avec les animaux. Alors, il y a eu un dessin animé, je m'en souviens vaguement, qui passait à la télé aussi. Je m'en souviens plus trop. Et toutes les histoires, elles sont racontées par un chat. Et même à l'intérieur de ces histoires-là, on va suivre donc un loup, un chien, des cygnes, un paon, mais également un mammouth et un éléphant. Alors je me souviens plus, c'est dans mes recherches que j'ai vu ça, je m'en souviens plus. Alors le problème qu'il y a pour ce livre-là, par contre, je trouve que pour nous qui étions petits, c'était écrit mais super petit. Je vous dis, on voit pas trop bien, mais regardez la différence. Et je me souviens que moi ça m'avait traumatisé parce que je me dis, j'arriverai jamais à lire ça, c'est écrit minuscule. Vous voyez la différence? Le livre est quand même assez conséquent, en plus il fait... Ah, bah Laurent il avait faim, je sais pas. Il faisait 376 pages, donc ça fait quand même un beau bébé, en plus écrit tout petit. Ah, vous voyez le livre il a vécu. Hein. Ouais, il est vraiment... il est plus tout jeune. Hein. Donc voilà, les contes du chat perché. On a fait aussi une découverte, alors on peut dire que c'est une sorte de premier livre policier, livre à suspense. C'est l'affaire Caius de Henry Winterfeld. Donc cette histoire-là se passe dans la Rome antique au 1er siècle. Quand l'histoire débute, on est en classe avec Caius et son prof Xanthos. Et il y a l'élève Rufus qui s'est amusé à écrire sur le tableau Caius est un âne. Rufus se fait sanctionner par le professeur et doit quitter la classe. Mais le lendemain, ni les profs, ni Rufus, ni Caius ne sont en classe. Et les autres élèves vont découvrir le prof attaché dans un piteux état. Il a été agressé. Du coup, suite à ça, bah, la classe elle est renvoyée chez elle parce que du coup, bah, le prof est pas en état de faire classe. Et sur le mur du temple de Minerve, on voit écrit Caius est un âne. Donc c'est quelque chose d'assez grave pour l'époque parce que c'est un acte extrêmement grave et on coupe les mains pour ce genre de délit. Donc les élèves ils se rendent chez Rufus qui lui dit bah c'est pas moi quoi, j'ai rien fait quoi. Et du coup bah, ils vont se mettre à enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Donc c'est un espèce de roman policier historique, donc ici adapté pour les plus jeunes, hein, c'est marqué à partir de 11 ans derrière. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait déjà l'idée de policier, ça devait être un de mes premiers policiers je pense. Il y a l'idée aussi de l'historique. Il y a une façon assez ludique de te faire venir dans la lecture et de te montrer une autre époque. Les classes, comment ça se passait à l'époque. Alors je sais pas si c'est absolument une vérité historique ce qu'il y a dedans, je sais pas, j'ai pas trouvé, mais il y a aussi l'idée de franchir les limites, que c'était un peu plus grave, parce qu'aujourd'hui, si l'élève écrit sur le tableau, je pense pas que le prof va lui découper les doigts. Hein. On est d'accord. Et à la fin du livre, il y a une note qui explique qu'on a retrouvé sur un des temples des graffitis qui ressemblent à cela en fait. Et je crois que c'était même Caius est un âne, je crois qu'il y avait quelque chose qui ressemblait. Donc je trouve que la note est plutôt sympathique. Donc là, on changeait un petit peu de registre. Bon, il y a toujours cette idée de classe, d'école, de chamaillerie en cours. On restait quand même... notre prof essayait quand même de nous mettre un livre auquel on pouvait s'identifier, sauf à une autre époque. Donc c'était plutôt pas mal. Et le dernier, on va rester dans l'historique, c'est l'éclair qui effaçait tout. Alors ça vient de la série Les Conquérants de l'impossible de Philippe Ebly dans la bibliothèque verte. Alors même les bibliothèques vertes, je crois plus qu'ils soient comme ça. Hein. Les illustrations sont vraiment déjà super jolies, je trouve. C'est vraiment sympathique. Donc, pour l'histoire, je vais vous lire bêtement le résumé. Hein. Une splendide villa dans la campagne romaine, hébergée pour la nuit, Serge, Raoul, Marc, Thibaut et Xolotte jouent tranquillement aux cartes tandis que dehors l'orage se déchaîne. Soudain, un éclair plus violent que les autres et tout bascule. Lorsque Serge et Xolotte reprennent conscience, c'est sous un ciel sans nuages et la villa a disparu. Alors ici, on reprend un peu le principe du côté historique qu'on avait dans l'affaire Caius que je vous ai montré juste avant, mais on va être plus tourné vers quelque chose de SF. Donc, d'après ce que j'ai pu trouver sur internet, c'est un livre qui va nous apprendre plein de petites leçons sur la vie et également le choc des. Pas des cultures, mais. Bah, le choc entre les gens qui vivent maintenant. Donc, ça doit se passer, je pense, dans les années 80 ou 90. Attendez, je vais vous dire ça parce que je sais pas quelle année.
l'édition là c'est 93, ça s'est été écrit dans les années 80 et quand on retourne dans le passé, je sais pas, la Rome antique, hein, c'était pas hier, donc il va y avoir un conflit entre le monde moderne et le monde d'avant quoi. Donc ça pouvait être vraiment sympa. Et le suspense va reposer sur le fait que ces deux petits personnages là, on ne sait pas s'ils vont pouvoir rentrer chez eux. En quatrième, on commence à passer sur quelque chose d'autre. Il faut savoir que la quatrième, c'est le début du contrôle continu pour le brevet. Alors pareil, moi je parle en fonction de moi à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a des choses qui ont changé ou pas. Je ne sais pas. Donc elle est revenue sur les classiques avec Prosper Mérimée et 4 contes fantastiques. Donc les 4 contes sont, que je vous dise pas de bêtises, est-ce qu'ils sont écrits? Il y a la vision de Charles XI, la Vénus d'Île, Lochis et Il Vicolo di Madama Lucrezia. Alors moi je me souviens surtout de la Vénus d'Île, qui m'avait beaucoup marqué. Donc là on va être dans quelque chose de plus gothique, de fantastique aussi. Dans cette nouvelle on va suivre un antiquaire qui se rend sur des ruines antiques et parmi celles-ci va faire la rencontre d'un homme qui lui vient de déterrer la fameuse Vénus d'Île. Et ce monsieur doit également marier son fils. Vous comprendrez pourquoi après. Et du coup, ils déterrent la statue, ils ont quand même un regard un peu bizarre parce qu'elle est déjà tombée sur le pied de quelqu'un, donc ils se doutent il y a quelque chose de mauvais autour d'elle. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas, hein, je ne sais plus. Et à un moment, les jeunes vont jouer entre eux, et ils vont jouer au jeu de paume, et il y en a un, sa bague le gêne, donc il va enlever sa bague et il va la glisser au doigt de la statue. Ils vont continuer à jouer, mais manque de bol, le soir, la statue, il ne peut pas l'enlever. C'est comme si le doigt, il se rend compte que le doigt de la statue avait bougé. Donc il ne peut plus enlever la bague. Donc c'est tout, il continue à sortir tout ça. Et le soir, le fameux narrateur de sa chambre va entendre du bruit, quelque chose de lourd qui va monter les marches de la maison. Donc pour se rendre à l'étage dans la chambre. Le narrateur va pas s'inquiéter plus que ça, il se dit, oh, c'est tout, il y a quelque chose qui monte, je ne sais pas ce que c'est. Et le lendemain, on va retrouver le corps du marié qui est complètement plein de contusions. Il est mort, comme s'il avait été écrasé par quelque chose de lourd. Donc du coup, on soupçonne que c'est la statue qui aura fait le coup. Donc je vous ai raconté toute l'histoire, désolé j'ai spoilé. Hein. C'était pour vous montrer que en fait, derrière cette nouvelle-là, il y a, comme on suit un point de vue de quelqu'un qui est sur le lieu, mais un peu extérieur à l'action, on ne comprend l'histoire qu'à travers ses yeux. Quand il entend un bruit lourd, on se doute que, mais il n'y a aucune preuve. Donc c'est à nous un peu de tirer d'éclaircir la situation. Et du coup, on va basculer entre réel et irréel, ce que la personne croit et ce qu'elle a vu. Ici, elle n'a pas vu grand-chose, mais... donc c'est à nous d'en déduire. Donc dans cette nouvelle-là, on va nous introduire un peu tout ce qui va être gothique. Il n'y a pas vraiment de fantastique, mais c'est suggéré et de savoir interpréter les choses. Et j'en garde un grand souvenir. Je me souvenais plus de toute l'histoire avant que je fasse des recherches dessus. Mais je me souvenais beaucoup de la Vénus d'Île. Je crois d'ailleurs qu'il y a... Alors, attention, on va faire un test. Dans mes souvenirs, il y avait une image où on voit la Vénus. Voilà, il me semblait bien. Mais c'est une nouvelle assez courte, je pense que le livre est déjà tout petit. Hein. Le livre, il fait 100 pages. La première nouvelle, elle fait quoi, 10 pages? Ouais, c'est ça, 10 pages. Et la Vénus d'Île, elle doit pas être beaucoup plus grande. Hein. Ah si, quand même, c'est un peu plus conséquent. La nouvelle fait 34 pages. Et je me souviendrai toujours aussi de ce tableau. Donc ce tableau, je crois que c'est ouais, c'est Saturne qui dévore un de ses enfants. Ouais, c'est ça. Donc c'est une peinture de Goya. Et ça m'avait beaucoup marqué aussi ça. Également, donc quand on nous a introduit dans le gothique, dans tout ce qui est fantastique, cette année la prof nous a dirigé sur autre chose, dont j'ai déjà parlé, dont j'ai un souvenir qui restera gravé. Ça reste un livre, pour moi c'est The Best, enfin un livre, c'est plus une nouvelle, il ressort régulièrement en livre, oui je sais, je fais exprès de ne pas vous le montrer tout de suite. Et ce livre-là, je l'ai déjà lu des dizaines et des dizaines de fois, pour moi l'histoire elle est parfaite. C'est d'un grand auteur, c'est Le Horla de Guy Maupassant. Donc exactement. Bon alors je n'ai jamais compris parce que Le Horla de Guy Maupassant c'est une histoire qui est absolument géniale. 2 couvertures sur 3 sont à chier. Je suis désolé, hein. Je l'ai offert à une copine il n'y a pas longtemps. La couverture elle n'était pas belle non plus. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire une belle couverture? Donc ai-je besoin de vous résumer Le Horla de Guy Maupassant? D'ailleurs Le Horla est maintenant dans le dictionnaire hein, suite à cette nouvelle je crois, quelques années après, je ne sais plus exactement en détail.
donc Guy de Maupassant. Donc ici, on va être dans une histoire en deux temps. Parce qu'il y a eu deux versions de rédigées. Il y a la première, alors la première version, je sais plus. Elle est rédigée comme un journal intime. Vous savez, ça va être au fil des jours, il va marquer la date et tout. Et la deuxième va être rédigée d'une autre façon. Alors je sais pas si j'ai les deux ici. Non, il n'y en a qu'une. Mais il y a deux versions. Il y a une première version où, je sais plus si c'est la première ou la deuxième. Il y en a une où c'est vraiment un récit et l'autre où c'est comme un journal intime. Le 8 septembre, tac, il s'est passé ça. Le 9 septembre, tac, il s'est passé ça. Et ici, ça va être un peu le même principe que pour la Vénus d'Île. On va être à la frontière du réel et de l'irréel. On va suivre un homme qui, au fil des jours, va se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui habite avec lui, mais quelqu'un d'invisible. Donc le fameux Orla, une sorte de fantôme. Et il va se poser la question s'il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui a été arrivé par bateau et qui s'est mis à posséder les lieux et à vivre en sa compagnie, ou si c'est lui qui est en train de sombrer dans la folie. Puis il faut savoir qu'à l'époque, Guy de Maupassant, il n'allait pas très bien non plus. Et pour vous donner un exemple, à un moment, il est prêt à aller coucher, il a un verre d'eau sur sa table de nuit, et quand il se réveille le lendemain matin, le verre d'eau est vide. Pour lui, il y a quelqu'un qui a bu dans son verre. Et au fur et à mesure des jours, donc il a cette sensation, ce truc qui le suit. Ça va être de plus en plus jusqu'à la fin où il va se passer un gros truc et là il perd pied avec le réel en fait. Et même le lecteur il sait pas, on nous donne jamais la réponse. C'est à nous de croire ou pas. Et donc il y a la version du journal intime où là on va quand même, je trouve que c'est quand même beaucoup plus appuyé sur le côté paranormal, hantise. Et il y a l'autre version qui va être beaucoup plus penchée sur le côté psychologique en fait. Mais une histoire, moi, la première fois où je l'ai lu, je me souviens à l'école qu'on l'a étudié, mais j'étais complètement sous le charme. Une histoire qui mêle psychologique, qui mêle paranormal, folie, enfin c'est tous les ingrédients, il y a un suspense, tout n'est pas dit, donc c'est suggéré, mais c'est bien fait, et du coup moi je suis en amour de cette histoire, j'ai déjà lu 50 fois et je la relirai quoi. Bon. Mais j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, d'ailleurs enfin je lise un de ces quatre, c'est les contes et nouvelles fantastiques de Maupassant d'ailleurs. Donc la troisième, on est parti sur carrément autre chose, et là vous allez voir à quel point ça évolue entre la sixième, où on a des lectures plutôt légères, et la troisième, où on va avoir des lectures beaucoup plus... comment vous dire ça? Beaucoup plus classiques, mais qui peuvent être plus étudiées. Vous voyez, c'est pas juste un passe-temps ou une distraction. Donc premièrement, on avait découvert Knock de Jules Romain, donc ici c'est une pièce de théâtre. J'aime beaucoup cette vieille édition que j'ai. Donc vous voyez, une pièce de théâtre, enfin vous voyez comment que ça se passe. Donc le vrai titre c'est Knock ou le triomphe de la médecine, donc c'est quelque chose qui est paru en 1920 de Jules Romain. Et c'est une pièce de théâtre qui a été adaptée plusieurs fois au théâtre hein, forcément. Et également en film avec Omar Sy il n'y a pas si longtemps que ça je crois. Donc dans cette histoire-là, c'est Dr Knock qui reprend le cabinet du docteur Parpalais. Et celui-ci, il doute un peu sur le fait que Knock il est médecin. Parce qu'il donne des diagnostics un peu farfelus. Moi je me souviens que ça m'avait fait rire. Donc vous imaginez en troisième on a quel âge, 14-15 ans non? Enfin je ne sais plus exactement. Et moi ça m'avait fait rire. Donc c'est que l'humour touchait un peu à tout le monde. C'était vraiment pas mal. Mais au fur et à mesure des actes, le docteur Knock il arrive à asseoir sa réputation. Et même à la fin, il arrive à donner un diagnostic et à prescrire des choses au vrai docteur. Donc je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc en faisant mes petites recherches, parce que je me souvenais vaguement de l'histoire, je suis tombé sur des trucs dont j'étais voir, vous savez, un peu des études de texte et tout ça. Et il disait qu'à travers ce texte-là, il y avait une dénonciation de la manipulation, que ce soit médecine ou toute idéologie comme n'importe quel commerce. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Donc ça c'est une phrase très, très connue qui est ressortie de cette pièce de théâtre-là. Mais moi j'avais pas vu tout ça, mais comme quoi avec un peu de conviction et puis de bagou, on peut arriver à faire croire plein de choses à n'importe qui quoi. Mais ouais j'en garde un bon souvenir, je me rappelle que c'était assez drôle. Faudrait que j'essaye de le relire aussi, parce que comme c'est une pièce de théâtre, je pense que ça peut se lire assez vite. Hein. Et ouais j'en garde un très bon souvenir aussi, et l'idée était pas mal, je crois qu'à un moment... il y avait une histoire de posologie avec un médicament, je sais plus si... il dit la posologie juste avant que le patient y rentre, mais c'était assez drôle. Il faudrait que je relise aussi.
Et la même année, alors là c'est une lecture un peu plus bizarre, spéciale. Là on n'est pas vraiment sur une histoire, on n'est pas vraiment sur un roman. On va être plus sur... le titre veut tout dire, donc c'est de Raymond Queneau, Exercice de style. Donc, écoutez, ça ne peut pas être plus clair, c'est sur le style en fait. Je vais vous lire le résumé, vous comprendrez beaucoup mieux. Donc le narrateur rencontre dans un autobus un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu de ruban. Le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son par-dessus. Cette brève histoire est racontée 99 fois, de 99 manières différentes. Mise en image, portée sur la scène des cabarets, elle a connu une fortune extraordinaire. Exercice de style est un des livres les plus populaires de Raymond Queneau. Donc moi je me souviens que ça m'avait fait ni chaud ni froid quand je l'avais lu en troisième. J'étais peut-être un peu trop jeune. Mais c'était vraiment, quand j'y repense, donc je ne l'ai pas relu parce que c'est pas quelque chose que je peux lire en une fois, ça se lit pas en une traite, ce genre d'histoire. Mais il va le décliner, il va mettre son histoire de base, donc la première, je pense. Eh, vous voyez? Des fois, ça tient vraiment sur peu de choses. Et il va reprendre tout le temps la même histoire, donc vous voyez, il va la faire sous forme de rêve, sous forme d'onomatopée, sous forme d'alexandrin, sous forme télégraphique. Ouais, moi, je trouve ça extraordinaire. Et quand vous relisez, si vous aimez la lecture, bon moi la littérature j'aimerais bien suivre des cours, j'en suis pas, mais j'aimerais vraiment m'intéresser à ça parce que j'ai suivi des cours, quelques cours il y a 2 ans et j'avais franchement adoré. Bon c'était des cours sur la naissance du roman policier, du thriller et l'après-midi c'était plus sur l'imaginaire, mais avec un prof de fac. J'ai passé les 8 meilleures années les 8 meilleures heures de ma vie, hein. Franchement c'était absolument génial. Et du coup, enfin bref, et du coup je trouve que ça c'est assez extraordinaire à lire. Franchement, arriver à jouer avec un texte 99 fois, je trouve que ça a du génie. Mais à l'époque, ça me faisait réellement chier, hein, autant être honnête. Donc voilà, donc cette dernière année, on a quand même découvert d'autres choses. Hein. On a été sur une pièce de théâtre et sur quelque chose qui est beaucoup plus littéraire. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pu découvrir avec ma première prof. Donc, vous voyez, moi, c'était des lectures. Vous voyez, quand j'en parle, je pense que je ne mens pas. Je pense que je suis assez enthousiaste quand je vous en parle. Et la dernière année, donc quand j'ai redoublé ma troisième, la fameuse prof que j'avais est partie, donc j'en ai eu une autre. Et pareil, c'était encore assez cool, je trouve. Cette prof-là, de base, elle nous a imposé une seule lecture que je vais vous montrer après. Sinon, elle nous avait imposé une règle, elle voulait une fiche de lecture, c'est-à-dire, vous pouvez choisir un magazine, une BD, un roman, vous prenez ce que vous voulez, et elle voulait juste un texte où en intro, on demandait pourquoi on avait choisi cette lecture-là, en développement, on lui racontait toute l'histoire du livre, et en conclusion, on disait ce qu'on avait pensé. Et elle se fichait complètement si vous choisissiez une BD. Je me souviens que moi, c'est ça, il y avait BD, je crois qu'il y avait magazine, il y avait également les romans. Ouais, je crois que c'est ça. Alors je me souviens plus du tout. Moi j'avais choisi, je crois que c'était une novélisation d'un épisode d'X-Files que j'avais en livre. Mais il y en avait eu deux. Mais le deuxième, je sais plus ce que c'est. Et on a également découvert, donc ici au livre de poche jeunesse, donc je sais pas si ces éditions existent encore dans cet état-là, l'envers du décor de Gudule. Il n'y a pas vraiment de résumé, donc je vais regarder celui que j'ai, je vais vous lire celui que j'ai. Donc on a les parents de Félix qui divorcent. Sa mère, elle se retrouve au chômage. Ils finissent par être expulsés et ils vont loger dans un foyer. Mais ils finissent par plus supporter de vivre en foyer, donc ils partent. Et Félix, il fait la connaissance de Oo, je crois que c'est ça. Hein. Oo, c'est ça. Oo, qui est une femme de ménage qui l'invite avec sa mère à dormir avec eux dans un squat. Mais la principale du collège, elle prévient les services sociaux et il y a les démolisseurs en même temps qui menacent de raser l'immeuble. Donc dans cette histoire-là, je trouvais que c'était vraiment sympa pour l'époque parce que notre prof nous a vraiment mis face aux problèmes sociaux qui peuvent exister, qu'il y a beaucoup de thématiques sociétales qui sont abordées, donc le chômage, l'immigration, les services sociaux, et quelque part nous faire prendre conscience, parce qu'on était quand même des futurs adultes, que la vie, c'est pas toujours facile, et qu'il y avait vraiment un vrai problème de société. Alors il y a également des images, je vais essayer de vous montrer les images du début. Il y a des petites images également.
Et je m'en souviens plus exactement non plus, mais c'était quelque chose d'assez réaliste. Donc c'est pas quelque chose qu'on avait encore abordé, donc c'était encore une autre vision. Puis que moi quand je repense à tout ce que j'ai vu, vous voyez, quand on voit tout ça, je me dis qu'on avait quand même du fantastique classique, du fantastique moderne, de l'historique, du conte, du théâtre. En plus, si sous les formats, il y avait les formats jeunesse, les formats un peu plus classiques, les nouvelles. On a eu une espèce d'étude de texte avec le Raymond Queneau, une pièce de théâtre. Mais je trouve qu'il y a quand même un éventail assez large. Et également un fait de société, bon, c'est pas vraiment réaliste, mais on s'en rapproche. Et non, franchement, je trouve que c'était assez éclectique comme choix. Et quand j'ai repensé en voulant faire cette vidéo-là, j'avais pas vraiment d'idée comment aborder, sous quel angle et tout. Après, je me suis dit, on verra bien. Donc au final, vous l'avez devant vous, hein, le résultat. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'y retrouve les goûts que j'ai aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est rigolo. C'est que le fantastique. Alors, le classique, pas trop, parce que moi, le classique, jusque-là, j'en lis, mais de temps en temps, et j'ai vraiment du mal, mais c'est souvent, c'est le style. Mais il y a du fantastique. La SF, bon, c'est pareil, la SF, j'en lis très peu. Mais de l'historique, j'en lis. Du fantastique, j'en lis, donc de l'imaginaire. Le théâtre, non, mais j'ai pas l'occasion d'en lire, mais je cherche pas non plus à en lire, donc c'est peut-être un défaut de ma part. Et après, tout ce qui est sociétal, donc qui va être plus contemporain, j'en ai lu. J'en ai lu il y a quelques années, j'en lis plus maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je lisais beaucoup plus de contemporain que d'imaginaire. Mais voilà, bah écoutez, ça me tenait à cœur de vous parler de tout ça, parce que je trouve que je dois beaucoup à ces deux profs-là, donc surtout une avec qui j'ai passé 4 années, et qui avait vraiment cette volonté, en dehors de respecter le programme de l'éducation nationale, de vraiment nous donner l'amour de la lecture en choisissant des trucs pertinents plus pour un élève que nous faire lire un Molière, parce que dedans il y a de quoi étudier des textes. Et je trouve que c'est un peu rebutant, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup de grandes personnes aujourd'hui qui ont été traumatisées par leur lecture adolescent, surtout par rapport à l'école, et aujourd'hui qui en sont dégoûtés. Et c'est dommage parce que par des textes imposés qui leur plaisaient pas forcément, ils se retrouvent aujourd'hui à rien aimer du tout, alors que je suis sûr qu'il y a des trucs qui pourraient leur plaire. Il y a un livre qui attend quelqu'un, chaque livre, voilà, c'est ça. Chaque personne a son livre qui peut déclencher plein de choses. Pareil, il y a eu des périodes où je lisais plus, d'autres où je lis, mais je peux pas imaginer ma vie sans lire, quoi. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me semble. Donc, du coup, je voulais rendre hommage à cette prof-là qui a su nous transmettre un peu l'amour de la lecture. Donc, c'était plutôt cool. Et d'imposer sans vraiment imposer et de nous laisser faire nos choix, c'est bien aussi. Donc voilà. C'était le petit mot de la fin, le petit résumé. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me raconter vous aussi vos expériences, si des lectures d'enfance vous ont marqué ou d'adolescence, si vous au collège vous étiez plutôt ça m'intéresse beaucoup. Si vous étiez plutôt sur des classiques ou si vous aviez comme moi des shows, parce que moi je parle vraiment de ma vision à moi, donc j'arrive pas à voir si les autres ont vécu la même chose ou pas. J'en ai pas vraiment parlé avec des gens de mon entourage, mais le peu qu'on en parlait, c'était vraiment pas ça. Donc n'hésitez pas à me dire. J'espère que ça vous aura plu, parce que je pense que cette vidéo-là ne correspond pas à ce qu'on voit sur Booktube en général, donc je me dis que peut-être ça ne plaira pas, mais c'est pas grave, moi j'avais envie de la faire, donc je la fais. Voilà. Bon ben sur ce, je vous dis à bientôt, donc la prochaine vidéo, ce sera encore un bilan lecture, c'est presque sûr, à moins que le bilan lecture sorte avant celle-ci. Je ne sais pas, vous aurez la surprise, bah du coup moi aussi, parce que à l'heure actuelle, je ne sais pas. Allez, je vous dis à plus tard, salut.